soit vraiment le prolongement à distance de ce qu'on a vécu en présence. J'insiste beaucoup sur cette idée de continuum. C'est compréhensible? Okay. Donc des outils pour échanger, des outils pour rendre visible l'objet commun, donc ça on a vu, donc ça peut être un article de presse, un petit site internet, une page sur un réseau social, mais là il n'y a pas la solution, c'est à vous pareil de trouver ça. Il faut des outils pour s'inscrire, se connaître, se trouver, je vous en ai montré quelques-uns, des outils pour démontrer un besoin, je vous en ai montré, des outils pour partager de la veille, des ressources, des questions, des rêves, des utopies, bah ça, si jamais on demande aux gens, allez c'est quoi le projet qui te ferait rêver au niveau tripé total, au niveau du réseau Stevenson, ce serait quoi? Bon ben partager nos rêves, il y a pareil des gens qui l'ont dit ce matin, c'est fondamental, c'est très important. On passe sur les rôles. Donc deuxième étape, ben, quand on commence à voir des thématiques émerger, est-ce qu'on va, donc les principes on passe dessus, je vais tout de suite sur les outils, ben, il faut pareil, on stoppe, on arrête. Des listes de discussion du coup thématiques, donc on arrête avec la liste de discussion générale, donc on peut commencer à faire des listes de discussion par sous-partie. On va tout de suite se débrouiller pour faire des synthèses, donc on va mettre en place un outil de coécriture des synthèses. Si on ne fait pas des synthèses des discussions qui vont se passer en présence ou à distance, on fait du bruit. Et seules les personnes qui ont participé à la discussion vont s'enrichir de la discussion. Si on ne prend pas le temps de faire des synthèses, on ne crée pas du bien commun. Et un réseau sans bien commun, en général, ça ne va pas aller très très loin. Donc pareil, nous, quand on arrive sur un réseau, pour voir son niveau de maturité, on dit bonjour, ça vous fonctionne depuis 15 ans, ok, montrez-moi vos biens communs, tout ce que vous avez fait depuis 15 ans, que je vais pouvoir réutiliser en tant que nouvelle personne. Alors, ça c'est vraiment un élément. Donc là, faire une synthèse d'une discussion, et là je peux vous montrer un exemple très concret de synthèse de discussion, ça va être ici. Bon, ben là c'est un réseau de botanistes, qui s'appelle Tela Botanica. Là, il y a tous les articles qui sont là, ne sont que des synthèses de discussion. Mais sauf qu'on s'aperçoit qu'une bonne synthèse de discussion, ça fait une publication. Et puis ça fait que si je suis nouveau, que j'arrive dans le réseau, ben je vois ce dont ont parlé les personnes, je ne suis pas obligé de reposer la question, et quand je vais poser la question, on va dire « Ah mais on a déjà posé, machin, attends, je te renvoie les mails, tu es obligé de retrouver des points. » Normalement, c'est comment, petit à petit, on va alors capitaliser, pas au sens capitalistique du terme, mais en termes de fabriquer des biens communs. Et tout de suite, ces communs-là, il va falloir, donc ça c'est pas du tout un outil informatique, c'est les protéger juridiquement comme étant des communs. Si jamais on les protège, je crois que c'est Hélène qui a abordé ça ce matin, si les contenus qu'on produit collectivement, on ne les protège pas juridiquement comme étant des biens communs, vous pouvez vous faire du jour au lendemain complètement piller ces ressources. Et on n'arrête pas de voir dans l'économie sociale et solidaire des gens qui ont inventé des choses fabuleuses et qui après pleurent en disant « Ah, on m'a tout piqué ». Et du coup, maintenant ils ne partagent plus. Sauf qu'il y a des protections juridiques qui permettent de partager sans se faire piller. Et donc ça, il y a un vrai travail de culture commune pour créer les conditions juridiques du partage. On avance un tout petit peu là-dessus. L'étape suivante. L'étape suivante, bah, c'est plutôt associé du coup à des projets. Et donc là, bah, pour des projets, en fonction, voilà, en fonction des projets, bah, on va utiliser des outils complètement différents. Voilà, ici. Quand on a des projets, bah, on va avoir des outils qui vont être spécifiques au projet. Donc j'arrête sur les rencontres conviviales. On passe quand même de l'apéro au buffet et au bon resto. Hein. J'ai noté qu'il y avait une progression. Oui, non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as un réseau qui fonctionne, bah, le côté buffet permet de se déplacer. Et donc ça, dans la première partie du réseau, c'est très important. Que je puisse voir un petit groupe qui arrive, je vais voir de quoi il cause, si c'est pas, je vais voir le groupe d'à côté. Si par contre tu mets les gens autour de la table, tu vas pouvoir faire réseau qu'avec les deux personnes à côté de toi. Par contre, quand on est en projet, là tu peux mettre les gens autour d'une table, autour, on va dire, d'un objet qu'on va partager de niveau 2. Donc quand je dis ça, c'est pas du tout... Enfin, c'est de la technique d'animation, hein. Je suis animateur, c'est mon métier. Donc un bon resto, important. Et donc là, il y a des outils de gestion de projet spécifiques. Donc là, il y a les wikis qui sont beaucoup utilisés, donc un peu comme l'équivalent de l'outil qui permet de faire Wikipédia. Et donc avec ça, on peut faire très rapidement une espèce d'espace projet qui permet aux gens d'éviter d'avoir 15 000 adresses à retenir, parce que ça c'est dans le mail, au bout d'un moment on ne sait plus où sont les ressources partagées. Donc il faut faciliter le fait qu'il y a une espèce de... Alors, comme un bureau partagé, mais ça on peut le faire sur internet, et ça les wikis sont très bien pour ça. Donc derrière ça, il y a des outils classiques après de gestion au niveau des projets, c'est tout ce qui est agenda partagé. Quand on est en projet, il faut souvent se synchroniser, donc il y a des outils pour ça. Il faut partager des documents, donc il y a des outils pour ça. Donc il y a des outils par thématique, des outils de cartographie, et très souvent il faut des outils pour fabriquer des bases de données, parce que dès qu'on a des données qui vont un peu se structurer dans un gros projet, ces données-là, il va falloir les structurer. Si on ne les structure pas, ça va être un peu le bazar. Et donc, exemple extrêmement concret. On a déjà parlé, qu'est-ce qu'on voit ici?
Voilà, ben ça, l'ITAB, donc Institut technique de l'agriculture biologique. Donc là, ils sont fabriqués ce qu'on appelle un collaboratoire. Donc c'est un endroit où on va expérimenter la collaboration. Et du coup, là-dedans, ils ont des espaces projets. Donc il y a un espace com, un espace intranet, un espace collaboratoire où on apprend à collaborer. Et du coup, ben là, pour chaque coup, c'est des wikis. Et donc le wiki, c'est des outils qui demandent en termes de niveau de compétence. Et ça, c'est vraiment un élément important. C'est que tous les outils qu'on utilise n'obligent pas à devenir des informaticiens. Notre boulot, c'est de nous passionner pour le sujet qui nous rassemble. Donc là, le wiki, si je veux changer du contenu, il faut que je double-clique sur la page. Donc là, je suis n'étant pas connecté, ça ne va rien faire. Je double-clique sur la page passe en mode édition, j'écris, je clique sur sauver. Donc ça demande un niveau technique qui est à peu près... même les enseignants réussissent. Donc et des enfants en cycle 2 arrivent à le faire. Donc l'important, c'est que, encore une fois, oui, mais quand je dis ça, c'est à peine rigolo, c'est que quand on est enseignant, on doit enseigner à des enfants comment collaborer, comment utiliser ces outils-là. Si je mets des outils qui sont un peu complexes, je ne vais pas prendre le risque, moi, enseignant, d'échouer devant mes élèves. Je ne peux pas me permettre de ça. Et donc c'est un vrai enjeu. Si pour nous, animateurs de projet ou personnes qui devront apprendre à coopérer, d'avoir des outils techniques qui ne nous imposent pas de devenir des informaticiens. Donc voilà, espace projet, donc je crois qu'il y en avait un autre qui était sympa. Où est-ce que c'est pas là, c'est pas là. Si, voilà. Ça, c'est un immense projet de territoire qui s'appelle le projet Garrigue. C'est un projet de parc régional sur le nord de Nîmes, nord de Montpellier. Il y a plein d'espaces projets, donc l'espace de coordination du projet, il y a un espace dossier thématique, un espace organisation de colloques, un espace cartographie participative, et à chaque coup, ils ont des wikis dédiés à ça, dans lesquels il y a un certain nombre d'outils choisis en fonction des besoins du groupe. L'idée, c'est pas de faire l'outil idéal, mais que le groupe reprenne du pouvoir sur la capacité à choisir les outils, par contre, les rassembler à un seul endroit, en fonction de ses besoins. Et puis là, si les gens veulent ouvrir un espace projet, eh ben, ils peuvent, allez-y. Et donc, à partir du moment où on dit aux gens, c'est un espace collaboratif, c'est un réseau, ben, les gens doivent pouvoir proposer des projets. Et s'il faut que le projet soit validé, machin, qu'au niveau technique, ils aient bac plus 32, ils le feront jamais. Débrouillons-nous pour que ce soit le plus simple possible. Donc, tac, 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 outils de gestion de projet. Et puis, ben, une fois que le projet est un peu mature... Ah, j'y crois pas. Tu savais que j'étais là ? On s'embrasse après. Et donc là, on a une fois que le réseau commence à produire, alors là j'ai mis des étapes, mais en fait tout ça, ça peut se passer un peu en parallèle. Quand on va produire des choses, ces choses-là, on doit les rendre visibles à l'extérieur. Et donc les rendre visibles à l'extérieur, donc à la fois l'objet qu'on va partager, il faut le rendre visible, les échanges thématiques, il faut les rendre visibles, les synthèses, il faut les rendre visibles, les gros projets, il faut les rendre visibles. Et puis quand le jour on a fait l'atlas qui réunit toutes l'expertise qu'on a par rapport à notre, je sais pas, tous les 3 ans on sort une espèce d'état de l'art de ce qu'a produit le réseau. Là on est en haleine, on ne sait pas où on va aller manger, mais ça doit être le top. Hein. Et donc là il y a tout un tas de petits outils qu'on appelle des CMS, qui sont des outils de gestion de contenu. Donc là il y en a toute une tripotée, type Drupal et tout ça, mais je ne vais pas les lister, ou des wikis, qui permettent de faire des jolis petits sites internet, mais très faciles à changer. Pareil, qui permettent de mettre des contenus de manière un peu jolie et sympathique. Et puis bah là, le fait de gazouiller sur les réseaux sociaux, de se débrouiller pour que toutes les choses qu'on a produites, dont on est fier, effectivement, si on ne donne pas à voir, il n'y a aucune raison que des nouvelles personnes viennent nous rejoindre. Je pense que c'est pas mal. C'était plus que 20 minutes, mais c'était passionnant, donc merci. Merci beaucoup. Vous avez sans doute des questions pour Laurent, on va prendre ce temps-là. Suite à son intervention, non? Tous, vous êtes... Là, c'est la digestion, c'est la phase la plus... Donc, vous voyez, l'e-book qu'on a fait tout à l'heure, enfin, vraiment, si vous voulez aller plus loin par rapport... Là, quand on travaille sur un projet de licence avec Supagro, c'est qu'à un moment, se former à tout ça, il y a un vrai enjeu à se former. Donc, l'e-book, c'est vraiment un endroit de ressources où vous pouvez aller, tout ce que j'ai dit en accéléré, vous plongez et vous continuez à vous former. Oui. On va vous apporter le micro pour que vous puissiez bien écouter, enfin bien vous faire entendre. Oui, par rapport aux outils, Laurent, tu peux me situer par rapport à des Dropbox ou des Google, tout ça, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a des intérêts supérieurs à ces outils-là? Ou comment tu les situes les uns par rapport aux autres? Ici, par exemple, quand on fait une discussion, là on a une discussion générale, et dans la discussion générale, on doit faire émerger des besoins. Là, tu as un outil qui s'appelle Google Formulaire, qui est très très bien pour faire un questionnaire. Si on veut coécrire une synthèse, Google Document peut être très bien pour écrire une synthèse. Et après, il y a d'autres outils comme Etherpad qui sont plus simples que Google Truc et qui permettent de ne pas passer par Google. Parce que dans certains réseaux, quand on dit avec
les agrégateurs alternatifs de France qu'on va utiliser Google, et c'est même pas la peine, quoi. Donc en fonction, pareil, en fonction du groupe, ben oui, il y a des choses qui seront permises, des choses qui seront interdites. Et alors concrètement, justement, quand on veut utiliser ces outils, où est-ce qu'on peut avoir des points de repère? Où est-ce qu'on les trouve? Enfin, tous ceux que vous nous avez montrés, par exemple, où est-ce qu'on sait lesquels utiliser? Alors, il y a... Comment s'en dépatouiller? Donc, dans l'e-book, ça fait pas de la publicité, hein, mais c'est pas de la publicité parce que c'est gratuit. Enfin, c'est dans le petit livre rouge? Non, bah, le petit livre rouge, c'est un extrait de l'e-book. Donc là, dans les contenus, il y a un endroit où il y a toutes les fiches outils, et là-dedans, il y a plein de fiches outils qui sont classées par usage. Vous souhaitez des outils pour faire des cartos, il y a des outils pour ça. Vous souhaitez des outils pour faire des sondages, il y a des outils pour ça. Et donc, on vous en a, entre guillemets, sélectionné quelques-uns en mettant des tutoriels. Et puis après, il y a des sites qui s'appellent Framasoft, par exemple, qui est une immense base de données sur Internet de logiciels libres, enfin, si possible libres, que vous allez pouvoir utiliser pour fonctionner, enfin, pour coopérer. Là-dedans, il y en a des tripotés. Et donc, des outils, il y en a plein. Parce que ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas un outil, il y en a plein qui vont correspondre à des usages. Donc, bien souvent, ce qu'on voit dans les groupes, ce qu'on aide à faire, c'est qu'on aide les groupes à formuler des usages. Tant que les usages ne sont pas clairs au niveau des groupes sur à quoi on veut que ça serve, ils ne sauront pas quel outil choisir. Et donc un usage, quand on tanne un peu les gens pour que ce soit un peu précis, ça se formule comme ça, en tant que, je souhaite que, afin que. Et donc en fonction de ça, en tant que, je souhaite que, afin que, des fois Dropbox pourrait être la bonne solution, et des fois ce ne sera pas du tout la bonne idée. On peut peut-être traduire ce que c'est qu'une Dropbox. Une Dropbox, c'est un petit service en ligne, avec un petit bout de logiciel qu'on installe sur sa machine, qui fait que si jamais je mets un contenu dans mon dossier sur mon ordinateur, ça va automatiquement le synchroniser avec une boîte sur Internet, et ça va le synchroniser avec l'ordinateur de tous mes collègues. Donc tout le monde a accès aux mêmes documents. Pas forcément. Ça ne se génère pas automatiquement. Si, ça peut. Ça peut tout à fait. Oui, complètement. Et donc du coup, c'est-à-dire que dans une communauté, on peut se partager un dossier qui fait que quiconque interagit dans le dossier de son ordinateur, ça met à jour l'ordinateur de tous les collègues. Et ça peut être notamment pour un bureau, un CA, c'est redoutablement efficace. Par contre, c'est pas un outil de coécriture. Donc si l'usage attendu, c'est de coécrire un document, Dropbox n'est pas du tout fait pour ça. Donc là, on va plutôt prendre un pad ou un Google partagé. Oui. Christian. Tu peux nous en dire un peu plus sur la cartographie participative? Oui, du coup... non, c'est du coup par rapport à l'idée du faire ensemble, il y a tout un tas maintenant, il y a ce qu'on appelle des faits, des choses qui se sont passées. Donc Wikipédia est un fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, quand on disait qu'on allait faire Wikipédia, les gens disaient ça ne marchera jamais. Et puis là, il y a des gens, il y a 10 ans, qui ont dit on va refaire toutes les cartes du monde en libre de droit. Que tout le monde puisse réutiliser. C'est une carte de l'hygiène, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et donc là, donc c'est un projet qui a 10 ans maintenant, on a fêté les 10 ans cette année. C'est un projet qui est en pleine maturité depuis 6 à 7 ans. Et maintenant, il y a plein de points du monde où les cartes de référence, c'est OpenStreetMap. Et donc si jamais vous voulez la modifier, il y a un petit bouton ici, se connecter. Et après, tu as un bouton modifier, tu peux interagir avec la carte, la modifier. Donc tout le monde peut la modifier. Donc c'est l'équivalent de Wikipédia, mais au niveau cartographique. Alors tout de suite, il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre des données. Donc au début, l'IGN disait oui, mais n'importe qui peut mettre des données. Sauf qu'il y a maintenant, je disais à quelques personnes, les pompiers de Brest utilisent cette carte-là. Et pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus précise, enfin en tout cas beaucoup plus à jour, que la carte de l'IGN qui sera mise à jour le jour où ils auront tout vendu. Le jour où il y a eu le tremblement de terre à Haïti, dans la nuit, la carte a été faite par des contributeurs d'un peu partout au niveau mondial pour que le lendemain matin, les sauveteurs aient une carte opérationnelle. Et donc, le fait qu'on ait maintenant une cartographie dans laquelle il y a plein d'informations, eh bien, puisqu'elle est réutilisable par tous, donc c'est vraiment l'idée de la coopération, au sens premier du terme, il y a plein de petites personnes qui sont amusées à faire des services qui se rajoutent dessus. Donc là, l'exemple, c'est Florac, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire que la carte de Florac, elle est déjà faite, et on voit les maisons et tout ça, alors que sur la carte de Google, vous ne verrez jamais ça. Et là, vous avez tous les endroits qui sont identifiés comme des endroits qui peuvent accueillir du public. Et là, c'est une boîte, c'est une ville d'Allemagne qui a fait un petit logiciel qui permet de mettre l'accessibilité. Est-ce que le lieu, et donc si je suis connecté, non, ça ne marche pas. Est-ce que le lieu est accessible ou pas pour des personnes à mobilité réduite? Et donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que si un gars en Allemagne, dans une ville d'Allemagne, fait le petit module qui s'applique à OpenStreetMap, ça s'implique à l'intégralité de l'humanité, y compris à Florac. Il y a des gens qui ont fait, par exemple, un truc qui s'appelle, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est ici, voilà, OpenCycleMap. Donc là maintenant, tu as tout, si jamais je veux faire ressortir uniquement les informations qui sont pertinentes
pour des personnes qui font du vélo, bah, toutes les autoroutes elles vont diminuer, les pistes cyclables elles vont augmenter, les endroits où on peut boire des coups elles vont augmenter, et donc il y a la même chose sur la randonnée. Donc c'est-à-dire que maintenant tous les espèces de structures centralisées qui veulent refaire les cartes, ça en fait ça existe de là. Donc l'idée c'est comment ce que je vais faire va s'agréger avec ce qu'ont déjà fait des personnes. Et là quand on agrège nos petits moyens, parce que refaire une carte, le jour où j'étais au niveau de la ville de Caen Rouen, qui voulait refaire la carte des lieux culturels, je dis mais c'est déjà fait par et des contributeurs de chez vous, des touristes qui viennent chez vous, et une petite boîte allemande. Alors, ils hallucinaient total. Et après ils disaient oui mais nous on a un budget pour le faire. Je dis votre budget, vous dites que vous n'avez plus de fric, à un moment faut arrêter quoi. Par contre mettez de l'argent pour former les gens à ce qu'ils participent au projet. Donc on voit que ça inverse complètement les logiques, c'est comment on va donner du pouvoir aux gens, leur donner les moyens pour faire des choses mutualisées. Là, si vous prenez, il y a plein de coins, amusez-vous sur OpenStreetMap à regarder les sentiers de randonnée. L'hygiène, elle peut tout à fait se rhabiller. Là, actuellement, ils sont en train de faire de l'huile, l'hygiène, parce que à récupérer plein d'argent public pour faire du bien privé, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Les gens en ont marre d'avoir que l'argent public disparaisse dans des puits sans fond pour avoir des données qu'en plus, je ne peux pas réutiliser. Si je l'utilise à des fins commerciales, ils vont me faire payer encore plus. Et je ne peux même pas la modifier. Là, on voit que là-dedans, toutes les personnes qui sont mobilité réduite, justement, eux, ils rajoutent plein d'informations. Comme ça, du coup, ils ont des cartes qui sont à jour pour eux. Sur la carte d'hygiène, si jamais il y a un poteau au milieu du trottoir, je ne le sais pas. Et si je ne le sais pas, je suis obligé de faire des fois 1 kilomètre avec les petites roulettes. Quoi. Oui. Alors, on va faire passer le micro. Non, mais derrière, il y a quelqu'un d'autre qui demandait la parole avant vous, Colline. L'ami à qui vous vouliez faire un bisou. Ah! Est-ce que ces cartes, on peut les rentrer dans des GPS? Oui, tout à fait, complètement. Donc il y a des petits systèmes qui permettent d'exporter ça, de le mettre sur un GPS, mais tu as aussi des générateurs de cartes. Tu vois, quand tu vas dans une ville, tu vas à Rome par exemple, tu vois le truc avec tous les noms de rues, et puis A, A8, B5, toi pour trouver, tu as un petit service sur internet, donc à partir de cette carte-là, où ça te génère automatiquement la carte papier qui te permet d'aller te balader.